Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 2. La forteresse de la Perle. Chapitre 3. Sur la piste rouge. Ce fut donc le lendemain matin qu'Elric de Melniboné quitta l'antique Quarzazat, ne sachant tant ce qu'il cherchait que l'endroit où le trouver. Instruit seulement d'avoir à suivre la piste rouge jusqu'à l'oasis Fleur d'Argent et d'y découvrir la tente de bronze où il apprendrait comment poursuivre son chemin vers la perle au cœur du monde. Et s'il échouait dans cette quête mystérieuse, son existence, pour le moins, serait compromise. Le seigneur Go-Fazi n'avait projeté nul éclairage supplémentaire sur la mission, et il tombait sous le sens que le savoir de l'ambitieux politicien se limitait à ce qu'une fois de plus il avait répété. La lune de sang doit embraser la tente de bronze avant que ne soit révélée la voie vers la perle. Ignorant tout des légendes ou de l'histoire de Quarzazat, et n'ayant qu'une vague idée de sa géographie, Elric avait décidé de suivre la carte à lui remise. C'était assez simple. Elle montrait une piste qui s'étirait sur une centaine de milles entre la cité dans ses remparts et l'oasis au nom étrange. Puis, par-delà, les piliers déchiquetés, barrière d'assez basses montagnes. La tente de bronze n'y était pas portée de manière explicite, et l'on y aurait cherché en vain quelques références à la perle. Le seigneur Go croyait les nomades mieux informés. L'albinos espérait qu'après avoir compris à qui ils avaient affaire, avec un peu de l'or Quasazarti pour les rassurer, ils se montreraient amicaux. Mais les profondeurs du désert des soupirs, comme sa population, lui étaient en fait totalement inconnues. Il savait seulement que le seigneur Go méprisait ces nomades, les jugeait primitifs, et supportait mal d'avoir à les admettre de temps à autre entre les murs de sa ville pour les besoins du négoce. Autre espoir d'Elric, qu'ils fussent moins barbares que ceux de leurs semblables qui croyaient encore ce continent tout entier destiné à tomber sous leur coupe. La piste rouge méritait son nom. Sombre comme du sang séché, taillant au travers du désert entre deux hauts talus suggérant qu'il aurait pu s'agir jadis d'une rivière où s'était miré Quarzazat. Chaque lieu ou presque, ces berges s'affaissaient pour révéler dans toutes les directions l'immensité du désert. Houleuse mer de dunes se déplaçant au gré d'un vent dont la voix, faible ici, gardait néanmoins sa ressemblance avec les soupirs d'une amante séquestrée. Le soleil se hissa lentement dans un aveuglant ciel de cobalt aussi fixe qu'un décor de théâtre, et le prince albinos fut reconnaissant à Raafi Haskim de l'avoir équipé avant son départ, conformément aux coutumes locales, d'un burnou blanc porté sur l'ample ensemble d'une tunique et de braies pareillement blanches,
de bottes de lin blanc qui lui gainaient la jambe jusqu'au genou, et d'une visière protégeant ses yeux. Sa monture, solide et gracieuse bête apte aux pointes de vitesse comme aux longues étapes, était également vêtue d'un carapaçon de lin blanc pour l'abriter de l'ardeur du soleil, mais aussi du sable qui, constamment, sans violence aucune, balayait ces vastes étendues. À l'évidence, on se livrait à quelques tentatives pour garder la piste rouge libre des bancs qui s'accumulaient de part et d'autre, exhaussant progressivement en muraille les berges de l'ancien cours d'eau. Elric n'avait rien perdu de la haine que lui inspirait tant sa situation que le seigneur Go-Fazi, ni de sa détermination à rester en vie pour sauver Anig puis rentrer à Melniboné auprès de Simoril. La dépendance engendrée par l'élixir du Quasazarti s'était révélée aussi contraignante que l'avait affirmé celui-ci. À présent, il ne doutait plus que la drogue dût finir par le tuer, et que l'ignoble aristocrate en posséda seul l'antidote. Pareille conviction ne faisait que nourrir sa volonté de tirer vengeance du Quasazarti à la première occasion. La piste rouge semblait interminable. Le ciel se mit à vibrer de chaleur alors que le soleil grimpait encore plus haut. Et l'albinos, si réprobateur fut-il à l'endroit des regrets inutiles, se découvrit souhaitant n'avoir jamais été assez stupide pour acheter la carte aux marins ilmoriliens et s'aventurer dans le désert sans préparation sérieuse. Requérir maintenant l'aide de puissances surnaturelles couronnerait cette série de maladresses, lança-t-il dans le vide. D'autant plus qu'une telle assistance risque de m'être nécessaire quand j'atteindrai la forteresse de la Perle. Il savait que son dégoût de soi, non content de l'avoir entraîné à commettre bévue sur bévue, continuait d'inspirer ses actes. Sans cette tare, il aurait eu l'esprit plus clair et se serait éventuellement mieux prémuni contre la perfidie du seigneur Go. Même à présent, il se défiait de ses instincts. Voilà près d'une heure qu'il avait l'impression d'être suivi sans avoir réussi à repérer quiconque derrière lui, sur la piste rouge. Il avait pris le rythme de se retourner brusquement, de s'arrêter sans crier gare, voire de rebrousser chemin à bride abattue sur quelque distance. Mais sa solitude restait apparemment la même qu'au début du trajet. Peut-être ce maudit élixir altère-t-il aussi mes sens, songea-t-il à voix haute, tapotant la toile incrustée de poussière qui couvrait l'encolure de son cheval. L'encaissement de la piste en ce point s'atténuait, les hauts remparts se réduisant de part et d'autre à de simples replis du terrain. Il freina sa monture, croyant avoir surpris un mouvement étranger à la dérive du sable. De petites silhouettes couraient çà et là, bien droites sur leurs longues jambes comme autant de mannequins minuscules. Il plissait les yeux pour mieux les voir quand elles disparurent. D'autres créatures, plus grosses, infiniment plus lentes, semblaient ramper juste sous la surface du sable à l'aplomb d'un nuage de substance noire qui, apparemment, les suivait dans leur pesante traversée. Elric était en train d'apprendre que, dans cette partie du désert des soupirs tout au moins, l'immensité apparemment sans vie n'était rien de tel en fait. Il espéra que cette massive forme animale dont il venait de détecter la présence ne voyait pas dans l'homme une proie appréciable. De nouveau, il eut la sensation de quelque chose dans son dos, et, se retournant, crut surprendre comme une tache jaune, un manteau peut-être, qui s'esquivait derrière un léger tournant de la piste. Grande fut sa tentation de s'arrêter, de rester là une heure ou deux avant de poursuivre, mais sa hâte d'être à l'oasis l'emporta. Le temps lui était compté pour atteindre son but et retourner à Quarzazat avec la perle. Il huma l'air. Le vent portait une odeur nouvelle. N'eût été l'endroit, il eût pensé à une incinération d'ordures ménagères. La même puanteur vous prenait à la gorge. Il scruta les alentours et, à mi-distance de l'horizon, repéra une vague colonne de fumée. Se pouvait-il que des nomades fussent si près de Quarzazat? Sauf raison précise, avait-il cru comprendre, ils ne s'approchaient pas à moins d'une centaine de milles de la cité. Et même s'il s'agissait d'un campement, pourquoi ces gens ne dressaient-ils pas leurs tentes plus près de la piste? Nul n'ayant évoqué d'éventuels brigands, il ne craignait pas d'être attaqué. Mais sa curiosité resta en éveil, et ce fut avec une certaine prudence qu'il se remit en route. Les murailles remontèrent, occultant le spectacle de l'aride étendue. Mais l'odeur de brûlé subsista, augmenta même jusqu'à se faire presque intolérable. Il la sentait engorger ses poumons. Une véritable infection, comme si l'on brûlait des cadavres déjà bien avancés.
De nouveau, les talus s'abaissèrent assez pour que son regard portât par-dessus. À moins d'un mille, pour autant qu'il pût en juger, c'était une vingtaine de fumées qui montaient maintenant vers le ciel, cependant que d'autres masses nébuleuses dansaient et zigzaguaient autour d'elle. Il en vint à se représenter une tribu qui gardait ses marmites sur le feu tout en se déplaçant dans des chariots de quelque espèce. Mais comment imaginer un type de véhicule apte à progresser dans ce moutonnement sablonneux? Et de nouveau, leur parti pris énigmatique de ne pas emprunter la piste rouge. Quant à y aller voir de plus près, il mesurait l'absurdité d'obéir à pareille tentation. Il aurait encore une fois risqué de se perdre, d'être même dans une situation plus critique que naguère quand Anig l'avait retrouvé agonisant de l'autre côté de Quarzazat. Il allait mettre pied à terre pour reposer, une heure durant, ses yeux et son esprit si ce n'était son corps, quand la paroi la plus proche commença de frémir, de cloquer, de se fendiller. L'horrible odeur était encore plus présente, et le prince albinos dut se racler la gorge, tousser comme un perdu pour se débarrasser de cette puanteur alors que sa monture hennissait et renaclait, refusant d'obéir à ses tentatives pour la faire avancer. Soudain, une nuée de bestioles déferla en travers de son chemin, sortant des trous qui venaient d'apparaître dans les murs. C'était ce qu'il avait tout à l'heure pris pour des homoncules. Maintenant qu'il les voyait de plus près, il se rendait compte qu'il s'agissait d'une sorte de rats. Des rats qui couraient sur leurs longues pattes de derrière. Leurs membres antérieurs atrophiés et repliés sur la poitrine, leurs longs museaux gris révélant des rangées de petites dents pointues. Leurs oreilles démesurées leur donnant l'allure de volatiles cherchant à prendre leur essor. Puis un grondement se fit entendre, énorme et accompagné de craquements. Une fumée noire aveugla Elric, cabra son cheval, et il entrevit une forme qui se dégageait du talus réduit à l'état de décombre. Un corps couleur chair planté sur une douzaine de pattes. Des mandibules qui claquaient atrocement, alors que la bête se ruait à la poursuite des rats, lesquels constituaient à l'évidence son gibier naturel. Elric lâcha la bride à sa monture et se retourna pour mieux voir cette créature qu'il croyait n'avoir jamais existé qu'en des temps reculés, en ayant trouvé mention dans des livres, mais comme espèce éteinte, sous le nom de scarabée incendiaire. Par quelques bizarreries biologiques, en effet, ces gigantesques insectes exudaient une humeur huileuse qui s'accumulait dans les creux de leurs épaisses carapaces et, exposés à l'ardeur du soleil et des flammes brûlant déjà sur d'autres dos, prenaient feu. Ainsi pouvait-il y avoir en même temps, sur le dos impavide de ces bêtes, jusqu'à 20 brasiers qui ne s'éteignaient qu'à la saison des amours, quand le scarabée s'enfouissait plus profond dans le sol pour y déposer ses œufs. C'était là ce qu'Elric avait vu dans la distance. Les scarabées incendiaires chassaient. Effrayante était à présent leur vitesse. Une douzaine au moins avaient fait irruption sur la piste, et Elric s'aperçut avec horreur que lui et sa monture allaient se trouver pris dans un mouvement de ratissage à l'origine conçu pour capturer les hommes rats. Les scarabées géants n'iraient pas faire de détails entre chair et chair, se rendait-il compte, et l'une de ces bêtes, dont l'homme n'avait à l'ordinaire rien à redouter, risquait fort de le manger par inadvertance. Son cheval, qui continuait de ruer et de renacler, ne consentit à poser à terre ses 4 sabots que lorsqu'il en reprit le contrôle. Tirant ce faisant Stormbringer, quoiqu'il s'interrogeât sur l'efficacité que même la sorcière lame aurait contre ces carapaces gris-roses, d'où, maintenant, bondissaient et se répandaient les flammes. L'énergie puisée par Stormbringer de créatures naturelles de ce type restant minime, son seul espoir était d'emporter un coup heureux, qui fendrait un dos par exemple, et lui ouvrirait une brèche dans le cercle avant qu'il ne fût complètement refermé. L'énorme épée noire s'abattit et trancha un appendice à la danse menaçante. À peine si le scarabée parut s'en apercevoir. Il ne stoppa ni ne ralentit sa progression. Elric hurla, bascula de nouveau sa lame, et ce fut une gerbe de feu. Des gouttelettes d'huile embrasée volèrent dans toutes les directions, projetées par l'épée qui venait de racler la chitine sans causer plus grand dommage à l'insecte que la fois précédente. Hennissement du cheval et gémissement de la lame désormais se mêlaient, et le prince albinos se surprit à y joindre ses propres hurlements tandis qu'il faisait volter sa monture, dans un sens, dans l'autre, cherchant à s'échapper. Tout autour, c'était un chassé-croisé terrifié d'hommes rats, découvrant la quasi-impossibilité de se creuser une voie de salut dans l'argile durcie de la piste.
Du sang giclait sur les bras d'Elric, sur ses jambes, sur le carapaçon du cheval. L'huile enflammée tombait sur le tissu et y brûlait des trous. Les scarabées avaient entamé leur repas et leur avance s'en faisait plus lente. Non moins inéluctable, au demeurant, il n'y avait déjà plus place entre chacun d'eux pour qu'un cheval et son cavalier pussent passer. Elric alors envisagea de lancer sa monture par-dessus les gigantesques insectes, bien que leur dos lui parût trop glissant pour que la tentative eût des chances de réussir. Il s'y préparait quand il perçut autour de lui un bourdonnement singulier, vit soudain l'air se remplir de mouches et se sut confronté aux charognards qui accompagnaient en permanence les scarabées, se nourrissant de ce que la voracité de ces derniers voulait bien leur laisser, et aussi des crottes qu'ils abandonnaient au cours de leur déplacement. Pour l'heure, c'était sur lui et sur son cheval qu'elle s'installait, ajoutant à son horreur. Il s'asséna des claques pour s'en débarrasser, mais elles formaient un épais manteau qu'il sentait grouiller partout, dont l'obsédant vacarme l'écœurait, l'assourdissait, et qui, particulièrement dense sur ses yeux, l'aveuglait à demi. Le cheval poussa un cri déchirant et trébucha. Désespérément, Elric tenta de voir ce qu'il y avait devant. S'ajoutant à la fumée, ce dernier fléau était plus que lui-même et sa monture n'en pouvaient supporter. Les mouches s'insinuèrent dans sa bouche et dans ses narines. Il hoqueta. Encore une fois, tenta de les chasser, et en recracha sur les petits hommes rats qui mouraient en piaillant. Un nouveau son lui parvint, à peine audible, et presque toutes les mouches, comme par miracle, s'envolèrent. Au travers de ses larmes, il vit que les scarabées convergeaient sur une même direction, dégageant un espace par lequel ils pouvaient s'échapper. Sans plus y réfléchir, il éperonna sa monture et la dirigea vers la brèche, aspirant à plein poumon un air pour le moins purifié de créatures vivantes, sans savoir toutefois s'il galopait vers son salut ou se précipitait tête baissée dans un cercle plus large de scarabées incendiaires, bruit et fumée continuant de répandre en lui la plus extrême confusion. Recrachant ses dernières mouches, il rectifia la position de sa visière et s'efforça de percer la grisaille. S'il entendait encore derrière lui les monstrueux insectes, il n'en voyait plus un seul devant. Mais, aux limites de son champ de vision, se profilaient d'autres formes. C'étaient des cavaliers progressant de part et d'autre de la piste et repoussant devant eux les scarabées avec de longues lances qu'ils introduisaient sous les carapaces, sans grands effets sur les créatures, sinon ce qu'il fallait de douleur pour les obliger à bouger. Résultat que n'avait su obtenir l'épée d'Elric. Ils portaient d'amples robes jaunes qui flottaient dans le simple souffle de leurs mouvements, se déployant autour d'eux, évoquant des ailes, tandis qu'avec méthode ils regroupaient leurs troupeaux et lui faisaient quitter la piste. Les survivants des hommes rats, peut-être emplis de gratitude pour un secours à ce point inattendu, s'éparpillèrent et se creusèrent des terriers où ils disparurent. Elric s'abstint de rengainer Stormbringer. Sa prudence lui soufflait que ces hommes en armes pouvaient ne l'avoir sauvé qu'incidemment, qu'ils allaient même peut-être lui reprocher de se trouver en travers de leur chemin. L'autre éventualité, plus convaincante encore, était qu'ils le suivaient déjà depuis quelque temps, et n'avaient eu nulle envie de se voir dérober leur proie par les scarabées incendiaires. L'un de ces cavaliers en robe safran se détacha du groupe et dévala le talus au galop pour venir se planter devant Elric, le saluant de sa lance haut levée. Je vous remercie, dit l'albinos. Vous m'avez sauvé la vie. J'espère n'avoir pas outre mesure troublé votre chasse. L'homme était bien plus grand que lui, très mince, avec des joues creuses, un teint sombre et des yeux noirs. Il avait le crâne rasé, les deux lèvres décorées de minuscules tatouages donnant l'impression qu'il portait un masque de fine dentelle multicolore en travers de la bouche. La lance restait au clair, et Elric envisagea d'avoir à se battre. Certain que face à des créatures humaines, même aussi nombreuses, ses chances dépassaient largement ce qu'elles avaient été contre les scarabées incendiaires. L'autre fronça les sourcils, décontenancé par les paroles de l'albinos. Puis son front redevint serein. Nous ne chassions pas ces créatures. Nous les avons simplement vues se diriger vers la piste, et, comprenant que vous n'étiez sans doute pas averti de la manière de les éviter, nous sommes venus aussi vite que possible à votre secours. Je me présente, Maanag Is, de la secte jaune, parent de la conseillère Is. J'ai l'honneur de me compter au nombre des aventuriers magiciens. Elric n'était pas sans connaître, de réputation du moins, ces sectes qui avaient constitué la principale caste guerrière de Kwarzazat
et portait une large part de responsabilité dans les malheureuses incantations ayant entraîné la submersion de l'Empire sous les sables. Le seigneur Go se méfiait-il de lui au point de le faire suivre, ou ces gens étaient-ils des assassins chargés de l'éliminer? Quoi qu'il en soit, Manag Is croyait en ma gratitude. Je vous dois la vie d'abord, et suis par ailleurs honoré de rencontrer quelqu'un de votre secte. À mon tour de me présenter. Elric de Nad Sokor, dans les jeunes royaumes. Oui, nous savons qui vous êtes. Nous attendions seulement d'être assez loin de la ville pour pouvoir vous parler sans danger. Sans danger? Vous n'en avez nul à redouter de ma part, maître aventurier magicien. Manag Is, à l'évidence, n'était pas homme à souvent sourire, et cette dérogation à son austérité coutumière imprimait à ses traits une étrange contorsion. Derrière lui, les autres membres de la secte refluaient. Tâche accomplie, remisant leurs longues lances dans l'étui fixé à leur selle. Je n'ai jamais cru qu'il en soit ainsi, maître Elric. Nos intentions sont pacifiques, et nous sommes vos amis si vous nous acceptez comme tels. Ma parente vous dépêche ses salutations. Elle est l'épouse du conseiller Is. Is n'en demeurant pas moins notre nom de famille. Nous avons tendance à épouser nos consanguins sans sortir du clan. Je suis charmé de faire votre connaissance, dit Elric, et il attendit que l'homme poursuive. Manag Is agita une longue main brune dont on avait fait disparaître les ongles pour les remplacer par les mêmes tatouages que sur les lèvres. Aurez-vous l'obligeance de mettre pied à terre, que nous conversions aisément? Nous sommes porteurs d'un message et d'une offre de présent. Elric remit Stormbringer au fourreau, bascula sa jambe par-dessus la selle et se laissa glisser jusqu'au sol poussiéreux de la piste rouge. Il regarda les scarabées s'éloigner pesamment, peut-être à la recherche d'autres hommes rats. Et les colonnes de fumée qui montaient de leur dos lui rappelèrent les feux de camp des lépreux autour de Jadmar. Ma parente désire que vous sachiez qu'elle est à votre service, comme nous tous de la secte jaune, maître Elric. Nous sommes prêts à vous fournir toute l'aide dont vous aurez besoin dans cette quête de la perle au cœur du monde. L'humour d'Elric en fut titillé. Vous me prenez au dépourvu, j'en ai bien peur. Messire Manag Is, êtes-vous à la recherche d'un trésor? L'aventurier laissa quelque impatience affleurer sur son faciès étrange. Ah, cessez cela. Il est connu que votre employeur, le seigneur Gofazi, a promis la perle à la septième sans nom, qui en retour est censé lui accorder la place vacante du conseil. Nous en avons découvert assez pour comprendre qu'une telle mission n'avait pu être confiée qu'à un voleur aux dons exceptionnels. Et Natsokor a la réputation d'en abriter beaucoup. Mais vous n'êtes pas sans savoir, j'en suis sûr, qu'à s'acquitter d'une telle tâche, les aventuriers magiciens ont toujours échoué. Des siècles durant, il y en eut de toutes les sectes pour tenter, à chaque lever de la lune de sang, de trouver la perle au cœur du monde. Les rares qui rentrèrent vivants à Kwarzazat n'avaient plus leur raison, et ne tardèrent pas à mourir. Ce n'est qu'à date fort récente que nous sont parvenus des brides de connaissances sur la perle et les preuves de son existence. Nous savons de ce fait que vous êtes un voleur de rêves, même si vous dissimulez votre état en dissimulant votre crosse, car seul un membre de cette confrérie est doté d'une exceptionnelle adresse et est à ne pas douter en mesure d'atteindre la perle et de la ramener. Vous m'en apprenez bien plus que je n'en savais, Manag Is, lui répondit Elric, son sérieux retrouvé. Et s'il est exact que j'effectue cette mission pour le compte du seigneur Gofazi, vous devez également savoir que j'y suis contraint. Sur ce, estimant pouvoir suivre son intuition, le prince Albinos révéla de quelle manière le seigneur Go le tenait. Manag Is, à l'évidence, le crut. Ses doigts aux extrémités tatouées effleurèrent les tatouages de sa bouche alors qu'il intégrait ces nouvelles données. Un tel élixir est bien connu des aventuriers magiciens. Nous en avons distillé pendant des millénaires. Il est malheureusement certain qu'il consume la substance vitale de celui qui l'absorbe. Et je dois ajouter que la préparation de son antidote n'a rien d'un jeu d'enfant. D'où ma surprise que le seigneur Go prétende l'avoir, alors que seules certaines sectes des aventuriers en conservent de quantités minimes. Toutefois, accepteriez-vous de rentrer avec nous à Kwarzazat, que nous serions en mesure de vous administrer cet antidote dans les 24 heures? Elric y réfléchit.
Que Manag Is fût au service d'une faction rivale du seigneur Go lui dictait quelque méfiance à l'égard de toute offre émanant de lui, si généreuse parut-elle. Le conseiller Is, ou son épouse, ou quiconque ayant le désir de voir son poulain siéger au conseil, n'allait sans nul doute reculer devant rien pour arriver à ses fins. Dans l'état actuel de ses connaissances, Elric ne pouvait que se demander si la proposition de cet homme n'était pas une simple ruse pour lui faire relâcher sa garde et le tuer plus aisément. Pardonnez ma rudesse, Manag Is, mais je n'ai nul moyen de vous croire sur parole. Kwarzazat s'adonne sans réserve à l'intrigue, et je ne me sens pas la moindre envie d'être impliqué dans ce jeu de complot et de contre-complot dont vos concitoyens sont férus. S'il existe bien, comme vous dites, un antidote à la drogue qui me ronge, je serais plus porté à examiner vos prétentions à me le fournir si nous convenions de nous retrouver. Mettons, dans 6 jours, à l'oasis Fleur d'Argent. J'ai assez d'élixir pour 3 semaines, soit le temps de l'atteindre, d'y assister à cette lune de sang, puis de regagner votre cité. Cette façon de faire me convaincrait de votre altruisme. Je serai franc moi aussi, dit Manag Is, glacial. On m'a chargé d'une mission, et je suis lié à la remplir tant par le serment du sang que par contrat avec ma secte, sans parler de mon honneur en tant que membre de notre sainte guilde. Cette mission est de vous convaincre, par n'importe quel moyen, de renoncer à votre quête ou d'accepter de nous en vendre le fruit. Si vous ne choisissez pas d'abandonner, je serai alors disposé à vous acheter la perle à votre prix, sauf si vous demandez, bien sûr, un siège à notre conseil. Il va sans dire que j'égalerai l'offre du seigneur Go en la complétant de tout ce qu'il vous plaira d'exiger en sus. Vous ne pourrez même pas l'égaler, dit Elric non sans quelque regret. Il y a le problème de l'enfant, qu'il tuera si je ne lui rapporte pas la perle. C'est là, je suppose, problème de peu d'importance. Certes, au regard des vastes plans dont, à Kwarzazat, vous faites jouer les ressorts. Comprenant son erreur tactique, Manag Is s'empressa d'ajouter. Nous sauverons ce garçon. Dites-moi où le trouver. Non, je vais m'en tenir au marché d'origine. Le choix ne me semble guère possible entre les deux offres. Et si le seigneur Go venait à être assassiné? Elric haussa les épaules et s'apprêta à remonter en selle. Encore une fois, je vous suis reconnaissant d'être intervenu, Manag Is. Je réfléchirai en chemin à votre proposition. Vous comprenez que le temps m'est compté pour atteindre la forteresse de la Perle. Maître Larron, j'aimerais vous avertir. Sur ce, Manag Is s'interrompit, se retourna et son regard remonta vers l'extrémité de la piste rouge, là où l'on distinguait un nuage de poussière. Il en émergea des formes vagues, un grand vol de robes vert pâle qui se ruait vers eux au galop. Manag Is étouffa un juron, mais son singulier sourire réapparut quand les cavaliers parvinrent à leur hauteur. Elric, en les voyant de plus près, ne douta pas d'avoir affaire à d'autres représentants des aventuriers magiciens. Eux aussi portaient des tatouages, mais aux paupières et aux poignets, et l'ample surcot qui leur descendait jusqu'aux chevilles s'ornait d'une fleur brodée, motif que l'on retrouvait en plus petit sur la bordure de leurs manches. Le chef des nouveaux venus sauta au bas de son cheval et marcha droit sur Manag Is. Il n'était pas très grand, mais bel homme, et impeccablement rasé à l'exception d'une minuscule barbiche huilée exagérée à la mode Quasazartia. Contrairement aux membres de la secte jaune, il portait une lame au côté, nu dans un simple harnais de cuir. Il fit à Manag Is un signe que l'autre calqua. Je vous salue, Oled Alessam, et la paix soit sur vous. La secte jaune souhaite à la secte de la digitale de grands succès et s'interroge sur les motifs de votre présence si loin sur la piste rouge. Le tout proféré d'une traite, comme une simple formalité. Manag Is n'était probablement pas moins conscient qu'Elric de ce qui amenait Oled Alesham. Nous sommes là pour assurer la protection de ce voleur, dit l'éminent sectateur de la digitale en saluant Elric d'un hochement de tête. Cet homme est étranger à notre terre, et nous lui offrons notre assistance. Elric même se permit d'en sourire ouvertement. Et par le plus grand des hasards, maître Oled Alesham, seriez-vous apparenté à l'un des 6 plus l'autre?
Le sens de l'humour du nouveau venu était plus développé que celui de Manag Is. Oh, nous sommes tous plus ou moins parents à Kwarzazat. Pour revenir à la question de mon compatriote, il se trouve que nous étions en route pour l'oasis Fleur d'Argent, et nous avons pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide dans votre quête. Il ne poursuit nulle quête, se récria Manag Is, regrettant aussitôt la stupidité d'un tel mensonge. Enfin, nulle autre que celle qu'il partage avec ses amis de la secte jaune. Puisque de par nos règles de guilde, nous sommes tenus de ne pas nous battre, j'ose espérer que nous n'allons pas nous quereller pour l'honneur d'escorter notre hôte jusqu'à l'oasis Fleur d'Argent, dit Oled Alesham avec un petit rire. De toute évidence, la situation l'amusait grandement. Ou peut-être allons-nous chercher à chevaucher de concert et recevoir chacun une petite parcelle de la perle. Pour l'heure, il n'y a pas de perle, et il n'y en aura jamais si mon voyage doit constamment rencontrer ce genre d'entrave. Je vous remercie, messieurs, de votre sollicitude, et vous souhaite à tous un bon après-midi. Ces mots jetèrent quelque consternation dans les rangs des deux sectes rivales dont les membres tentaient d'arrêter une conduite à suivre. Quand, par-dessus les décombres laissés par les scarabées incendiaires, surgirent une demi-douzaine de cavaliers vêtus de noir, massivement voilés et encapuchonnés, l'épée déjà brandie. Devinant qu'il n'en avait rien de bon à espérer, Elric battit en retraite jusqu'à être entouré par Manag, Is, Oled Alesham et leurs hommes. D'autres de votre espèce, messieurs, s'enquit-il, la main sur la garde de sa propre lame. Ils appartiennent à la confrérie du Fallen, lui apprit Oled Alesham, et ce sont des assassins. Tuer est leur seule tâche. Tuer est la seule tâche dont on les charge, messire Larron. Vous seriez donc avisé d'unir votre fortune à la nôtre, car quelqu'un semble avoir décidé que vous deviez périr avant même de pouvoir assister au lever de la lune de sang. M'aiderez-vous à défendre ma vie demanda l'albinos en se préparant au combat. Cela nous est impossible, dit Manag Is, et son regret parut sincère. Nous n'avons pas le droit de nous battre avec nos semblables. Toutefois, comme ils ne pourront vous oxyre si vous restez parmi nous, je ne saurais trop vous conseiller d'accepter notre offre. Ce fut alors que s'empara d'Elric cette rage impatiente, inhérente à son sang très ancien. Sans autre forme de procès, il tira Stormbringer. Je suis las de ces mesquins marchandages, dit-il, et je vous prierai de bien vouloir vous écarter, Manag Is, car j'ai la ferme intention de livrer bataille. Mais ils sont trop nombreux. Vous courez au massacre. Ce sont des lutteurs expérimentés. Moi aussi, maître aventurier magicien. Moi aussi. Et, sur ce, fendant les rangs atterrés des séides de l'une et l'autre appartenance, le prince albinos dirigea sa monture sur celui qui menait la confrérie du Fallen. À l'unisson de son maître hurla l'épée runique, et, du blanc visage, rayonna l'énergie des damnés, tandis que flamboyait le regard écarlate. Et pour la première fois, les aventuriers magiciens prirent conscience qu'un être exceptionnel était venu parmi eux, et qu'ils l'avaient grandement sous-estimé. Stormbringer monta dans la main gantée d'Elric, son noir métal captant l'aveuglant éclat du soleil et semblant l'absorber. Elle retomba, comme par inadvertance, et fendit le crâne du chef de la confrérie du Fallen. Puis, jusqu'au sternum, se tailla sa route, hurlant de plus belle alors que, dans la fraction de seconde où mourait l'homme, elle en buvait l'âme. Elric se retourna sur sa selle et l'épée bascula pour loger son tranchant dans le flanc du cavalier qui dévalait sur sa gauche. L'homme poussa un grand cri. Elle m'a eu. Oh non, non. Et il mourut. Les autres guerriers voilés se montraient maintenant moins intrépides, n'encerclant l'albinos qu'à une certaine distance et révisant leur stratégie. Ils avaient pensé n'en avoir nul besoin et se contenter de galoper sus à un truand des jeunes royaumes et de l'abattre. Ils n'étaient plus que 5 et réclamaient à grands cris l'aide de leurs compatriotes. Mais ni Manag Is ni Oled Alesham ne semblaient disposés à mener leurs troupes respectives à la mort impie dont ils venaient d'être témoins. Pareille prudence n'était pas le fait d'Elric. Il rua sa monture sur l'assassin suivant qui para le choc avec une grande adresse. Parvint même à lui porter un coup sous sa garde, une seconde avant d'avoir le bras tranché, de partir en arrière sur la croupe de son cheval, le sang giclant de son moignon.
Un autre mouvement gracieux d'Elric et de sa lame, et cet homme aussi eut son âme arrachée. Et voilà que les autres maintenant refluaient entre les robes jaunes et vertes de leurs frères. La panique était dans leurs yeux. Ils savaient reconnaître un sortilège, alors même que sa puissance dépassait leur imagination. Arrêtez! Arrêtez! Cria Manag Is. Point n'est besoin que d'autres meurent. Larron, rengainez votre épée. Nous ne désirons pas vous combattre. Je veux bien le croire. Elric était sinistre. La soif de sang le dominait encore, et il luttait pour la chasser. Je veux bien croire que vous préféreriez Moxir sans combat, fou que vous êtes. N'ai-je pas prévenu le seigneur Go que j'avais le pouvoir de vous exterminer? Vous avez de la chance que je me sois interdit d'en user pour forcer autrui à servir mes fins égoïstes. Je n'ai jamais juré, en revanche, de me laisser mourir entre les mains de tueurs à gages. Allez-vous-en, retournez à Kwarzazat. Ces derniers mots, dans un hurlement suraigu, l'épée runique les reprit en écho alors qu'il l'adressait vers le ciel, noir et gigantesque, avertissant de ce qui s'abattrait sur eux s'ils n'obéissaient pas. Cela nous est impossible, messieurs voleurs, Dit tout bas Manag Is. nous ne pouvons qu'honorer nos missions. Telles sont les voies de notre guilde, de tout aventurier magicien. Une fois que nous avons accepté d'accomplir une tâche, il nous faut nous en acquitter. La mort seule justifie notre échec. En ce cas, je dois vous tuer tous, conclut simplement l'albinos, ou vous aurez à me tuer. Il nous reste l'alternative de passer le marché que je vous ai soumis, Dit Manag Is. je ne cherchais pas à vous tromper. Mon offre aussi était solide, intervint Oled Alesham. Mais la confrérie du Phalène, elle, a juré de Moxir, souligna Elric, presque amusé par la situation. Et vous ne pouvez me défendre contre ses membres. Pas plus, irais-je même jusqu'à dire que vous ne pouvez faire quoi que ce soit sinon les soutenir contre moi. Manag Is tentait de s'écarter des assassins de noir vêtus, mais il était manifeste que ceux-ci tenaient à demeurer dans les rangs protecteurs de leurs frères de guilde. Oled Alesham, alors, murmura quelque chose à l'oreille de Manag Is qui en resta songeur. Le chef de la secte jaune hocha la tête et fit signe aux vestiges de la confrérie du Phalène de les rejoindre. Quelques instants, ils tinrent conférence. Puis Manag Is se tourna vers Elric. Messieurs Larron, nous avons trouvé une formule qui vous assure de poursuivre en paix votre voyage sans nous interdire de rentrer la tête haute à Kwarzazat. Si nous rentrions séance tenante, promettez-vous de ne pas nous suivre. Oui, si j'ai votre parole que vous ne laisserez pas ces phalènes renouveler leurs assauts contre moi. Elric était à présent plus calme. Il posa la susurrante lame à travers de son bras. Rengainez, frère, Lança Oled Alesham aux phalènes qui obéirent aussitôt. À son tour, Elric remit Stormbringer au fourreau. L'énergie impie ravie à ceux qui avaient voulu l'oxyre se déployait en lui, ranimant la sensibilité affinée par sa race depuis 10 millénaires, mais aussi toute la puissance et l'arrogance de ce très ancien sang. Il éclata de rire au nez de ses ennemis. Ne comprenez-vous pas qui vous cherchiez à tuer? Une ombre passa sur le front d'Oled Alesham. Je commence à deviner quelque peu vos origines, sire voleur. Il est dit que les seigneurs du glorieux empire avaient des lames pareilles à celles-ci, en des temps qui précédèrent le nôtre. C'était avant l'histoire, mais il ne s'en est pas moins transmis que ces lames étaient vivantes, qu'il s'agissait d'une race alliée à la vôtre. Or, vous avez l'apparence de ceux qui furent jadis nos adversaires. Cela pourrait-il signifier que Melniboné n'a pas sombré sous les flots? Je vous laisse y réfléchir, maître Oled Alesham. Il les soupçonnait de mijoter quelque autre traîtrise, mais, pratiquement, n'en avait cure. Si vous passiez moins de temps à entretenir à votre propos des mythes sans valeur et plus à étudier le monde tel qu'il est, votre cité verrait croître ses chances de survie. Dans l'état présent des choses, Kwarzazat croule sous le poids de sa fiction décomposée. Même les légendes dotant un peuple de son sens de l'histoire et de sa fierté finissent par devenir putrides. Si Melniboné doit sombrer, maître aventurier magicien, ce ne sera pas autrement que sombre Kwarzazat à l'heure actuelle. les considérations philosophiques nous sont indifférentes. L'interrompit Manag Is, perdant manifestement patience.
Nous n'avons pas à remettre en question les motifs ou conceptions de ceux qui nous emploient. C'est écrit dans nos chartes. Et il ne souffre en conséquence aucune désobéissance. Elric sourit. Vous faites donc l'éloge de votre propre décadence, et refusez de voir la réalité. Brisons-la, Dit Oled Alesham. ce n'est pas à vous de nous donner des cours de morale, ni à nous de vous écouter. Nous avons depuis longtemps quitté les bancs de l'école. Acceptant cette légère remontrance, le prince albinos tourna de nouveau les pas de sa monture en direction de l'oasis Fleur d'Argent. Pas une seule fois il ne se retourna vers les aventuriers magiciens, mais il les devinait plus que jamais en grand conciliabule. Il se mit à siffloter alors que la piste rouge s'étirait devant lui, que l'énergie dérobée à l'ennemi le remplissait d'euphorie. Sur Simoril étaient ses pensées, et sur son retour à Melniboné, où il espérait assurer la survie de sa nation en lui apportant les changements dont il avait parlé au Kwarzazaatim. En cet instant, son objectif lui semblait un peu plus proche, son esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. La nuit parut se jeter sur le désert, accompagnée d'une brusque chute de température qui laissa l'albinos traverser de frissons et lui ravit quelque peu de sa bonne humeur. Il tira de ses fontes des habits plus chauds qu'il revêtit, puis mit son cheval à la tâche et rassembla de quoi faire du feu. Cet élixir, dont il n'aurait cru pouvoir se passer, il n'y avait pas touché depuis sa rencontre avec les aventuriers magiciens, et il commençait d'en mieux comprendre la nature. L'impérieux besoin s'était estompé, même s'il restait présent à sa conscience. Désormais, il pouvait espérer s'affranchir de cette dépendance sans devoir en passer par de nouveaux marchandages avec le seigneur Go. Tout ce que j'ai à faire, se dit-il à voix haute alors qu'il se prélevait un repas frugal sur les provisions qui lui avaient été fournies, c'est de m'arranger pour être un de ces jours attaqué par des membres de la confrérie du Fallen. Sur ce, il repoussa pain et figues, s'enveloppa plus étroitement dans son manteau et se prépara au sommeil. Ses songes furent solennels et familiers. Il était à Imrir, la cité qui rêve, et du trône de rubis contemplait sa cour, Simoril à ses côtés. Cette cour n'était plus celle qu'avaient entretenue les empereurs de Melniboné pendant les millénaires de leur prééminence. Hommes et femmes de toutes nations y avaient convergé, venus de chacun des jeunes royaumes, d'Elwer et de l'Est hors les cartes, de Pnum, de Kwarzazat même. Ils s'y échangeaient connaissances et philosophie autant que bien en tout genre. Cette cour ne consacrait pas son énergie à se conserver intacte pour l'éternité, mais à s'ouvrir à toutes sortes d'idées nouvelles, à devenir le vivant forum de l'humanité, ne voyant dans ces bouffées d'air frais nulle menace contre son existence, mais une stricte nécessité pour en maintenir l'harmonie, allouant toute sa richesse à ceux qui étaient dans le besoin, à l'expérimentation dans les arts et les sciences, à la protection des érudits et des penseurs. La splendeur du glorieux empire n'était plus malsaine phosphorescence de putréfaction, mais pure lumière de sagesse et de bon vouloir. Tel était le rêve d'Elric, plus cohérent que jamais. Son rêve et ce pourquoi il courait le monde refusaient le pouvoir qui était le sien, risquaient sa vie, sa raison, son amour et tout ce qui comptait pour lui, estimant que l'existence ne valait pas la peine d'être vécue sinon dans une périlleuse quête de savoir et de justice. Et c'est aussi ce qui le rendait redoutable aux yeux de ses compatriotes. Car, selon lui, l'équité n'était pas affaire de droit mais d'expérience. Il fallait avoir connu, à un certain degré du moins, l'humiliation et l'absence de pouvoir pour être à même d'en apprécier les effets. Bref, une justice digne de ce nom supposait de renoncer à la puissance. Et telle n'était pas la logique de l'Empire, bien que ce fût celle d'un homme doté d'un réel amour du monde et du désir de voir tout un chacun libre de poursuivre ses ambitions. Ah, Elric, Fit Irkun, sournoisement surgi tel un serpent derrière le trône de rubis. tu es un ennemi pour ta propre race, pour ces dieux, pour tout ce que je désire et rêve. C'est pourquoi tu dois périr, et moi hériter de ce qu'indûment tu possèdes. Tout, tout, je veux tout. Et Elric s'éveilla, moite, sa main cherchant Stormbringer. Alors qu'il venait d'assimiler en songe Irkun à un serpent, voilà qu'il aurait juré percevoir comme un bruit de reptation non loin sur le sable. Le cheval aussi avait flairé quelque chose d'anormal.
En proie à une agitation croissante, il s'ébrouait, et son haleine formait des petits panaches dans l'air froid de la nuit. La lune, presque au zénith, baignait le désert d'une vague lumière bleutée. Le bruit se rapprochant, Elric scruta les hauts talus bordant la piste mais ne put rien y distinguer. Il était néanmoins sûr qu'il ne s'agissait pas d'un retour des scarabées, et ce qu'il entendit alors le confirma dans cette certitude. L'expulsion d'un souffle fétide, un son qui allait crescendo, s'achevait presque en hurlement. Il sut qu'une gigantesque bête rôdait dans les parages. Il sut aussi qu'elle n'appartenait pas au désert, ni même à ce monde. Il en sentit la puanteur et y reconnut celle d'une créature surnaturelle issue des profondeurs de l'enfer, appelée au service de ses ennemis. Et il comprit soudain pourquoi les aventuriers magiciens avaient si aisément renoncé à leur assaut, le plan qu'ils avaient eu en tête en le laissant poursuivre sa route. Maudissant l'euphorie dont il s'était bercé, le prince albinos tira du fourreau sa lame et, au ras du sol, reflua dans l'ombre, s'écartant de sa monture. Le rugissement monta derrière lui et lui fit faire volte-face, découvrant son adversaire. C'était un chat, énorme, à cela près que le corps évoquait celui d'un babouin pourvu d'une queue en panache et qu'il avait l'échine hérissée de piquants. Toute griffe dehors, il se dressa sur ses pattes de derrière et tenta d'atteindre Elric qui se rejeta par côté, portant un premier coup de taille. Le monstre scintillait de nuances et de lueurs singulières, comme s'il n'était pas tout à fait matériel. Le doute n'était plus permis sur son origine. Les sorciers de Melniboné avaient plus d'une fois requis l'aide de semblables créatures contre ceux qui voulaient les anéantir. Il chercha en lui le souvenir de quelque charme, de quelque chose qui pût la renvoyer dans la région d'où elle avait été mandée, mais il y avait trop longtemps qu'il n'avait pratiqué un type quelconque de sorcellerie. À présent, la bête le suivait à l'odeur dans la course erratique en plein désert, tandis qu'il cherchait à mettre le plus de distance entre eux. Elle hurla sa faim d'autre chose que de la chair d'Elric. Ceux qui l'avaient évoqué avaient dû lui promettre une âme, usuelle rétribution des services rendus par ce genre d'alliés surnaturels. Il sentit les griffes déchirer l'air dans son dos, se retourna, visa les deux pattes que la créature tendait pour le saisir. Stormbringer accrocha un coussinet et en tira quelque chose qui ressemblait à du sang. Elric sentit une écœurante vague d'énergie déferler en lui. Un coup d'estoc, cette fois, et la bête glapit, ouvrant une gueule où miroitaient des crocs arc-en-ciel. Pararioche! Hoqueta l'albinos. Tu es une bien vilaine créature. C'est presque un devoir que de te réexpédier en enfer. Et de nouveau jaillit l'épée noire, retournant sur la patte blessée. Mais le monstrueux félin lui échappa et se ramassa pour un bond auquel le prince de Melniboné se savait peu de chances de survivre. Une bête surnaturelle n'était pas aussi simple à oxyre que des guerriers de la confrérie du Fallen. Ce fut alors qu'il s'entendit héler. Il se retourna et vit une silhouette progresser rapidement vers lui dans le clair de lune. Une silhouette humaine et montée sur un étrange animal bossu dont le galop passait en rapidité celui de n'importe quel cheval. Le chat monstrueux marqua une pause incertaine, et lui aussi se tourna, crachant et feulant, pour s'occuper de l'intrus avant d'en finir avec l'albinos. Se rendant compte qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle menace, mais d'un passant qui tentait de le secourir, Elric lui cria. Songez plutôt à votre sécurité, messire. Cette bête est surnaturelle, elle ne peut être défaite par des moyens ordinaires. Profonde et vibrante, la voix qui lui répondit, pleine de bonne humeur. J'en suis conscient, messire, et vous serez obligé de l'oxyre pendant que je me borne à détourner son attention. Sur ce, l'inconnu fit volter son étrange monture et, à une allure plus réduite, s'enfonça dans le désert. Le monstre ne se laissa pas prendre au change. On lui avait manifestement fait la leçon sur sa proie. Il huma l'air, n'y cherchant qu'Elric. L'albinos s'était tapi derrière une dune et reprenait ses forces. Un charme mineur lui était revenu, que le surcroît d'énergie déjà tiré du démon lui permettait de mettre en œuvre. Son chant monta dans la beauté de l'ancienne et mélodieuse langue haute melnibonéenne, et, ce faisant, il prit une poignée de sable pour en tracer dans l'air d'étranges et gracieuses arabesques. Peu à peu, une spirale naquit des dunes et commença de s'élever, sifflant alors que sa rotation s'accélérait dans les étranges couleurs que la lune projetait sur le paysage.
La bête gronda et chargea. Mais, au dernier moment, Elric, qui se tenait entre elle et la tourbillonnante spirale, s'effaça. Le sifflement de la sorcière apparition s'accrut. Ce n'était là qu'un tour élémentaire, de ceux que l'on enseigne aux magiciens néophytes pour les encourager. Mais il eut pour effet d'aveugler la créature le temps qu'Elric, sous les griffes déchaînées, put se fendre et plonger son épée dans les organes vitaux de son adversaire. Instantanément, l'énergie remonta le long de la gigantesque lame et pénétra dans le prince albinos. Il poussa un cri, proféra des paroles incohérentes alors que l'impérieuse et subtile substance se diffusait dans son être. Bien qu'une force vitale de ce type lui fût relativement familière, il n'en risquait pas moins d'être transformé par elle en démon, car on ne pouvait la contrôler. C'est trop, beaucoup trop! Il se tordit de douleur jusqu'à ce que sa source émit un dernier râle et mourut. Puis ce fut fini. Elric resta étendu pantelant sur le sable, cependant que le cadavre du monstre, insensiblement, se résorbait dans le néant, rejoignant le royaume dont il était issu. L'espace de quelques secondes, le prince de Melniboné fut saisi du désir de suivre la créature dans son infernale contrée, tant il débordait de cette vie dérobée qu'il sentait bouillonner dans ses os, dans ses artères. Mais les vieilles habitudes l'aidèrent à repousser la tentation jusqu'à ce qu'il redevint enfin pleinement maître de lui. Il ne s'arracha lentement du sol alors que pour entendre approcher des sabots. Il pivota, l'épée en position, et reconnut le voyageur qui tout à l'heure avait voulu l'aider. Sourde à ce genre de considération, Stormbringer vibrait dans sa main, prête à boire l'âme de cet ami comme elle avait bu celle des ennemis d'Elric. Non! L'albinos força l'épée noire à rentrer au fourreau. L'énergie ravie au démon le rendait presque malade. Mais il s'astreignit à une solennelle révérence quand le cavalier parvint à sa hauteur. Je. Je vous remercie de votre aide, étranger. Je n'imaginais pas trouver un ami si près de Quarzazat. C'était un jeune homme, d'une étonnante finesse de traits, avec des yeux pétillants d'humour dont le blanc tranchait tant sur la sombre nuance de l'iris que sur le noir brillant de la peau tout autour. Ses cheveux crépus, taillés courts, disparaissaient en partie sous une calotte ornée de plumes de paon. Et par-dessus sa veste et ses braies, de velours noir surpiqué au fil d'or apparemment, il avait jeté l'un de ces vastes burnous de couleur claire qu'avaient coutume de porter par ici les gens du désert. Quant à sa bovine et caracolante monture, avec ses sabots fendus, sa large tête et surtout son garrot surplombé d'une bosse massive, elle évoquait à Elric une espèce utilisée comme bétail qu'il connaissait par des grimoires décrivant le continent méridional. Passé dans la ceinture du jeune homme, on remarquait un long bâton richement sculpté de symboles et pourvu d'une poignée recourbée. Contre son autre hanche pendait une simple lame à garde plate. Et moi, je ne m'attendais pas à trouver un empereur de Melniboné dans ces parages, rétorqua le nouveau venu, vaguement amusé. Je vous salue, prince Elric, et suis honoré de faire votre connaissance. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, donc. Mais alors, comment savez-vous mon nom? Oh, de tels tours ne sont rien pour qui est de ma patrie, prince Elric. Je m'appelle Alnak Kreb, et le but de mon voyage est cette oasis dite la fleur d'argent. Et si nous rentrions à votre camp retrouver votre monture? Je suis heureux de vous apprendre qu'il ne lui est arrivé aucun mal. Mais quels puissants ennemis doivent être les vôtres pour qu'ils aient dépêché contre vous un démon si immonde? Serait-ce que vous avez offensé les aventuriers magiciens de Quarzazat? On dirait oui. Tous deux s'acheminèrent vers la piste rouge. Je vous suis reconnaissant, maître Alnak Kreb. Sans votre aide, je serais à présent corps et âme absorbé dans cette créature et un hôte infernal du cercle dont elle était issue. Mais je dois vous avertir que le danger demeure, que ceux qui l'ont envoyé réitèrent leurs assauts. Je ne pense pas, prince Elric. Ils étaient sûrs de réussir, à n'en pas douter. Bien plus, ils n'ont aucune envie d'avoir à nouveau affaire à vous maintenant qu'ils ont compris que vous n'êtes pas un mortel ordinaire. Il y a une heure à peine, j'en ai vu tout un groupe, des trois sectes distinctes de cette déplaisante guilde, retourner à bride abattue vers Quarzazat. Curieux de savoir ce qu'ils fuyaient ainsi, j'ai infléchi ma course en conséquence, et je vous ai trouvé. Mais je suis content d'avoir pu être de quelque utilité. Moi aussi, je suis en route pour l'oasis Fleur d'Argent, mais dans l'ignorance totale de ce qui m'y attend.
Elric s'était pris de sympathie pour le jeune homme. Je serais heureux de poursuivre ce voyage en votre compagnie. Très honoré également, messire, très honoré. Souriant, Alnac Kreb mit pied à terre et attacha son étrange monture aux côtés du cheval d'Elric. Si la pauvre bête n'était pas encore vraiment revenue de sa terreur, elle était plus calme, et accepta sans broncher son voisin. Sans vouloir vous lasser ce soir par des questions incessantes, ajouta Elric, je serais curieux d'apprendre comment vous avez deviné ma race et mon nom. Vous parliez d'un tour coutumier de votre patrie. Quelle est-elle, oserais-je vous demander? Enfin, messire, Dit Alnac Kreb, en époussetant ses braies de velours. je croyais que vous en auriez quelques soupçons. Je suis voleur de songes.